Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Maison du cinéma asiatique, des vidéos qui sont maintenant assez rares et si je sors de mon hibernation, eh bien c'est pour un événement assez exceptionnel dans le sens où c'est pour faire la promotion d'un petit festival, le Festival du film hongkongais de Paris, qui est organisé par l'association Cube et qui, au moment où vous verrez cette vidéo, doit battre son plein puisque ça a lieu du 7 au 15 novembre. Alors je m'excuse sur le fait que cette vidéo concerne uniquement ceux qui vivent dans la région parisienne ou en tout cas qui sont en mesure de venir sur Paris dans les jours qui viennent, mais c'est surtout l'opportunité pour parler un petit peu du cinéma contemporain hongkongais puisque c'est là le grand intérêt de ce festival, c'est de mettre en avant le cinéma de Hong Kong récent. Il n'est pas question des habituels classiques de John Woo, de Jackie Chan, comme c'est le cas de beaucoup d'autres festivals, mais vraiment de mettre en avant les réalisateurs qui sont en train d'essayer d'émerger et de s'imposer à Hong Kong, et ça permet en fait de faire un petit état des lieux en même temps que de faire la promotion d'une association sympathique, à savoir donc l'association Cube, et d'un festival qui l'est tout autant, eh bien, de parler de où en est le cinéma de Hong Kong à l'heure actuelle. Alors, petit disclaimer aussi, je dois préciser que je connais certains membres de l'association, donc mon avis par rapport à leur travail est évidemment absolument pas objectif, hein, c'est totalement subjectif. Je trouve que c'est très louable ce qu'ils essaient de faire, ce qu'ils essaient de mettre en avant du cinéma de Hong Kong, et ça n'est pas évident puisque évidemment, comme vous le savez, la situation du cinéma de Hong Kong, de l'industrie cinématographique hongkongaise est très loin de ce que ça a été durant les années 70, 80, 90. Et donc, vouloir montrer ce cinéma actuel, c'est quelque chose qui est assez difficile et je trouve que c'est particulièrement bienvenu de leur part, d'autant plus qu'ils le font avec la possibilité d'interagir avec les réalisateurs, avec des spécialistes du sujet. Donc c'est toujours très intéressant, à mon avis, d'aller voir ces films. Alors, je vais donc aller un petit peu pas sur la situation globale du cinéma de Hong Kong. Bon, on la connaît assez bien maintenant, je pense, à savoir qu'on est sur des chiffres assez réduits de une grosse dizaine, petite vingtaine, on va dire, de productions par an. Ce qui est assez triste, évidemment, par rapport à l'âge d'or où on était à 10 fois plus que ça. Mais bon, c'est la réalité depuis un certain nombre d'années. Et on a une configuration assez étonnante dans le sens où il y a une certaine demande du public hongkongais pour des films locaux qui leur parlent, mais il n'empêche que ça reste très difficile de percer. Et donc on a un cas de figure qui se répète régulièrement chaque année, c'est qu'en général il y a un film qui perce, qui attire énormément de regards, qui attire énormément de gens en salle, mais tous les autres eh bien, ont tendance à se planter ou à faire des scores assez moyens. Par exemple, l'année dernière, on avait eu droit au fameux City of Darkness, et cette année, ça a été le film The Last Dance qui est programmé dans ce festival, le festival de cette année. C'est The Last Dance qui a raflé tous les tickets au box-office, et les autres eh bien, ont eu beaucoup plus de mal à survivre. Donc c'est la configuration dans laquelle on est à l'heure actuelle, avec un film qui à chaque fois fait des records et le reste qui surnage très péniblement. Et donc nos amis de Cube ont décidé de mettre en avant dans leur film d'ouverture Love Lies, un film de 2024 réalisé par Oh Myuk Kaye. Alors Oh Myuk Kaye, c'est son premier film en tant que réalisatrice, mais c'est déjà une scénariste assez accomplie, assez vétérante. Et en fait, c'est la protégée, pour ainsi dire, de Channing Carr. Channing Carr qui, là pour le coup, est un vrai vétéran de l'industrie, qui fait partie d'un trio de scénaristes, réalisateurs autour de lui, Gordon Chan et Kim Yip. Et Channing Carr, il a participé à une quantité phénoménale de classiques et de films qui ont fait la gloire du cinéma de Hong Kong. Il a été sur Better Tomorrow, le syndicat du crime, sur The Cat de Lam Nai Choi. Il a fait des films assez sympas en mode comédie, type Naked Ambition. Donc un véritable vétéran donc, de l'industrie.
et qui donc coach, puisqu'il est producteur sur le film, ce film Love Lies, qui est un film en fait sur les arnaqueurs du net, les brouteurs, avec Sandra qui se trouve donc être la victime d'un brouteur, un brouteur basé à Hong Kong et qui fait partie d'une espèce de mini-société spécialisée dans ce type d'arnaque. Sujet d'actualité qui est maintenant mondialisé, puisque c'est le genre de cas qui apparaît en France, aux États-Unis, à Hong Kong. Alors Hong Kong, il y en a vraiment pas mal. On a régulièrement dans les infos des news sur telle ou telle personne qui s'est fait arnaquer des millions de dollars à Hong Kong par rapport à ce genre de choses, avec quelqu'un qui s'est fait passer pour Andy Lo ou d'autres. Alors, truc assez amusant ici dans ce Love Lies, c'est que notre arnaqueur se fait passer pour un ingénieur français. Donc ça donne quelques éléments avec un français parfois assez approximatif, ou des images telles que les Hongkongais se les représentent de la France, mais ici quelque part justifié, puisque c'est la projection quelque part de ce que Sandra Heng espère trouver. Donc c'est assez amusant de ce point de vue-là. Et donc le film a un angle assez étonnant, dans le sens où il choisit quand même, alors que le sujet peut être assez grave quand même, ça dénote quand même de problèmes affectifs, ça peut générer quand même des gros soucis financiers pour les personnes qui en sont victimes. Mais l'approche qui est choisie par la réalisatrice ici, c'est de faire quelque chose plus orienté comédie romantique un peu légère. Il y a quelques aspects sérieux dans le film qui sont effectivement présents, mais le ton est quand même assez léger, j'ai envie de dire, de même que l'imagerie, de même que la photographie, avec des tons assez pastels. Ça donne quelque chose qui se laisse regarder assez bien, qui parvient à trouver un angle assez intéressant dans sa dernière partie. Après, je dois reconnaître que, en ce qui me concerne, cet angle comédie romantique un peu pastel, je ne suis pas certain que ce soit forcément celui qui soit le plus adapté ou celui qui m'aurait le plus satisfait. Je pense, à mon humble avis, qu'il aurait fallu soit partir dans quelque chose de plus gritty, de plus réaliste, ou partir vraiment dans le côté comédie à 200%, avec des personnages totalement déjantés. Là, on a un peu de ça avec les autres arnaqueurs. Comme j'ai dit, notre arnaqueur travaille dans une espèce de société d'arnaque avec quelques personnages un peu relevés, dont Steffi Tang, qui est censé être l'espèce de gourou des relations féminines et qui donne les conseils à ces divers arnaqueurs. Et elle est un petit peu exagérée dans sa manière d'être. Donc ça fait que ce genre d'éléments empêche le film d'être vraiment réaliste, mais ce n'est pas non plus poussé suffisamment loin, à mon humble avis, pour être vraiment hilarant. Donc on est dans une espèce d'entre-deux qui, de mon point de vue, empêche d'être totalement satisfait du résultat. Ceci étant, ça reste plutôt bien fait. Les prestations sont bonnes, tout particulièrement celle de Sandra Hung. Sandra Hung, maintenant, ça fait quand même quelques années qu'elle s'est imposée comme une actrice d'envergure, donc elle est très très bien dans le rôle. Et comme je l'ai dit, il y a un moment, dans la dernière partie du film, il y a une manière assez intelligente de renverser certaines attentes par rapport à ce sujet, et ça donne quelque chose d'assez touchant sur la fin. Donc une œuvre intéressante, pas totalement réussie, mais pour un premier film, c'est quand même plutôt encourageant. Donc une réalisatrice à suivre. Ensuite, on a également Papa de Philip Young. Alors Philip Young, c'est un des réalisateurs qui est un peu considéré comme le plus prometteur, en tout cas un des plus prometteurs parmi la nouvelle génération hongkongaise. Donc il a déjà à son actif Port of Call, qui avait été un bon succès commercial et surtout un beau succès critique. Également l'ambitieux Where the Wind Blows, anciennement The Theory of Ambitions, qui lui était une grosse production pour le coup,
Et alors moi j'avoue que Philippe Young, j'ai toujours été un petit peu circonspect avec lui dans le sens où je trouve qu'il a un sens esthétique certain, ses réalisations sont bien travaillées, mais je trouve parfois que ça manque un petit peu de profondeur ou de contenu. C'est un peu poseur et ça manque d'âme et d'émotion. En tout cas, c'est ce que j'avais ressenti sur ces films jusqu'ici. Alors, Papa, en l'occurrence, qui fait partie d'un espèce de focus sur Lau Ching-wan avec d'autres films de Lau Ching-wan dans la programmation, eh bien, ce Papa, je trouve que c'est probablement le meilleur film de Philippe Young à ce jour. D'ailleurs, le film a raflé tout un tas de récompenses aux Hong Kong Film Awards et aux Asian Film Awards, plutôt mérité. Et ça se base en fait sur un fait divers réel qui est arrivé à Tsuen Wan avec un enfant, enfin un jeune adulte, un adolescent, qui a assassiné sa mère et sa sœur, et donc il ne restait plus dans la famille que son père et lui. Alors je dois dire que je vais commencer quand même par quelques petits défauts sur ce Papa. Comme c'est souvent le cas des films actuels, j'ai trouvé que c'était quand même un peu long. On est à 2h10 environ, à mon avis, avec 20-25 minutes de moins, ça aurait été encore mieux, mais bon, ça c'est quand même le mal du siècle et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les films, quels que soient les horizons à l'heure actuelle, donc c'est comme ça. De même, il faut quand même être bien conscient que le sujet est assez lourd, hein, c'est pas marrant comme film, clairement. Donc il faut aller dans le bon état d'esprit, j'ai envie de dire. Et il ne faut pas non plus rester bloqué sur la question du pourquoi. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai vu le film. Je restais un petit peu bloqué sur la question, mais pourquoi est-ce qu'il les a tués? Et en fait, ce n'est pas là le sujet du film. Le sujet du film, c'est davantage comment on survit, comment on accepte ce qui s'est passé et comment on essaye de se reconstruire dans cette situation qui est quand même absolument horrible. Et avec la relation donc, entre le père et le fils sur le après qu'un acte aussi atroce ait été commis. Donc moi, il a fallu un peu de temps pour que je rentre dans le film, mais une fois que je suis rentré dedans, que j'ai compris qu'est-ce que le film essayait de raconter, eh bien ça m'a pris émotionnellement parlant, et à partir de là, ça devient quand même assez fort. Évidemment, les prestations des acteurs, en plus de Lau Ching-wan, on a le retour de Jo Kook, qui n'était pas forcément l'actrice la plus connue, mais qui avait quand même fait pas mal de films dans les années 90 et 2000, et qui est très bien ici. On a quelques caméos divers et variés, dont John Sham par exemple. Donc bonne prestation de tous les acteurs, comme c'est toujours le cas des films de Philippe Young. D'un point de vue visuel, esthétique, il n'y a rien à redire. Il y a vraiment une belle photographie, il y a une certaine esthétique de la misère, j'ai envie de dire, qui est quand même, parce que là on est avec les classes laborieuses, on est avec des gens qui ne sont pas dans les beaux quartiers de Hong Kong, qui vivent dans des petits appartements dans des conditions assez difficiles. Et il y a une certaine esthétique de la misère qui marche très bien à Hong Kong, hein. C'est assez triste à dire, mais c'est un véritable type d'esthétique. Tsoi Chang est assez spécialiste dans ce type de registre. Donc il y a cette esthétique à la fois réaliste et à la fois visuellement intéressante qui renforce l'intérêt qu'on peut avoir pour le film. Et donc voilà, plutôt bien mené ce Papa, je le recommande. Film très noir, donc comme je l'ai indiqué, qui est assez emblématique de ce point de vue-là sur la production hongkongaise au sens large. Beaucoup de films hongkongais actuels traitent de sujets difficiles, ont une approche assez tragique. Évidemment, quand on a connu le cinéma de Hong Kong des années 80, avec ce côté très foufou, optimiste, ça peut être un petit peu rude pour passer de l'un à l'autre, mais je dois dire que c'est quand même également emblématique de la manière
dont sont les esprits à Hong Kong, hein. Le cinéma d'un pays, d'un endroit reflète forcément l'état d'esprit de son peuple et je dois dire que des films comme Papa et d'autres de la sélection, eh bien, et oui, ils représentent vraiment l'état d'esprit hongkongais qui est quand même a tendance à broyer du noir depuis maintenant quelques années. Donc c'est à savoir quand on va voir ce Papa. Et à savoir également que sur cette programmation du festival du film hongkongais de Paris, eh bien, vous aurez normalement à la fin une discussion avec le réalisateur Philippe Young. Alors, discussion virtuelle, hein, il ne sera pas là en physique évidemment, mais c'est quand même bien de la part du festival d'organiser de tels événements, d'autant plus que je suis bien placé pour savoir que le décalage horaire entre la France et Hong Kong ne rend pas facile ce genre d'interaction. Ensuite, on va parler eh bien, du gros succès de l'année à Hong Kong, l'année 2024 en l'occurrence, à savoir The Last Dance, donc réalisé par Anselm Chan, avec Dai Wong, avec Michael Oi, avec Michelle Wai. Donc un film qui est à nouveau un drame, avec quelques éléments comiques, mais pas des masses. C'est quand même avant tout un drame qui a pour localisation, qui a pour lieu de l'action les funérariums hongkongais. Donc on va suivre un Dai Wong qui a perdu son job habituel qui était plutôt dans le mariage et qui essaye de se reconvertir dans les funérailles. Il va se retrouver quelque part confronté avec le vétéran du domaine, Michael Oi, irascible comme on les aime, et sa progéniture, et avec les questions liées autour de la transmission, de la tradition et de la mort au sens large. Donc un sujet à la fois sérieux, mais qui, comme j'ai dit, a quelques petites touches d'humour bien placées. Alors pareil que pour Papa, on est sur un film dont les prestations au niveau des acteurs sont très bonnes. Rien à redire là-dessus. On est finalement sur une configuration très proche de Papa, hein, dans le sens où c'est un film qui est aussi assez long et c'est à quelque part un slow burner, dans le sens où il faut un peu de temps pour rentrer, mais une fois qu'on a fini par rentrer dedans, eh bien, le résultat est tout à fait réussi et on est vraiment pris émotionnellement par ce que le réalisateur veut nous raconter. Donc ça prend un peu son temps, mais ça finit par atteindre son but. Et donc ce Last Dance est tout à fait réussi là-dessus, avec également une mise en avant de certaines traditions liées aux enterrements qui ne sont pas forcément très connues ici en France, enfin ici chez vous, pas ici chez moi. Et donc ça c'est également des points assez intéressants, hein. On est sur des configurations qui se rapprochent quelque part des films de Corée où on a des cérémonies avec des chamans et tout. Ça apporte toujours quelque chose d'intéressant d'un point de vue visuel dans les films, ce genre d'éléments. Et ici, eh bien, ça ne manque pas. Les moments où les différents personnages font la cérémonie de passage de l'âme de la personne décédée dans le monde des morts, eh bien, c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir visuellement. Donc, un film recommandé, plutôt réussi, et ne serait-ce que là, à nouveau parce que, il a été le plus gros succès du cinéma de Hong Kong à l'heure actuelle, et deux, parce que, à nouveau, Cube va vous proposer une discussion avec le réalisateur Anselm Chan après, donc c'est forcément intéressant. Alors je parle des films dans l'ordre dans lequel ils seront présentés dans le cadre du festival. Donc là, on va passer à une œuvre qui n'a rien à voir avec les films que je viens d'évoquer, qui sont des films récents. Là, on va parler d'un classique du cinéma de Hong Kong qui va donc être présenté dans le cadre d'une carte blanche faite à Lokar et Donna Hong. Lokar, c'est un des critiques de cinéma hongkongais qui est les plus établis, les plus connus à Hong Kong. Si on s'intéresse au cinéma de Hong Kong, on a forcément lu des choses qui ont été écrites par Lokar. Et donc il a choisi quelques films à montrer dans le cadre du festival, dont The Secret qui est donc le premier film réalisé par Anne Oi, grande réalisatrice de la nouvelle vague hongkongaise,
parfois également considéré comme le tout premier film de la nouvelle vague, même si c'est quelque chose qui est en réalité assez discutable. Mais en tout cas, un film très réussi qui, là aussi, comme Papa, se base sur un fait divers réel et qui extrapole, alors d'une manière très différente quand même entre Papa et The Secret. Mais donc on va suivre le personnage de Sylvia Chang et Angie Chu qui essayent de d'élucider la disparition et la mort de jeunes étudiants. Et ce qui est très intéressant avec The Secret, alors il y a une intrigue quasi policière qui parfois est assez difficile à suivre, mais j'ai envie de dire que c'est justement l'aspect le plus intéressant du film, c'est justement ce côté atmosphérique. Il y a un travail qui a été fait pour montrer un Hong Kong assez évanescent, à la fois mystérieux, à la fois inquiétant, avec certains quartiers du côté de Kennedy Town qui sont très bien choisis, avec une influence marquée également du côté de films comme Don't Look Now de Nicolas Roeg. Et ça donne quelque chose d'assez fascinant avec également cette patine qu'on aime tellement, en tout cas que moi j'aime tellement, de la nouvelle vague, donc quasi documentaire dans son feeling visuel et dans la manière de réaliser d'Hanoï. Évidemment, très bonne prestation des acteurs, hein, en plus de Sylvia Chang, de Angie Chu, on a également Norman Choi qui est dedans. Donc rien à reprocher à ce niveau. Pas forcément, de mon point de vue, le meilleur film de Hanoï, mais bon, on parle d'une filmographie assez impressionnante quantitativement et qualitativement. Il n'en demeure pas moins que c'est un film très très réussi, très très recommandé. Et donc si vous ne l'avez encore jamais vu, clairement vous devez profiter de cette occasion pour aller y jeter un œil. Toujours dans le cadre de cette carte blanche à l'Oscar, on a également Ying, qui est un film réalisé par Allen Fong, un autre grand représentant de la nouvelle vague hongkongaise, un film du début des années 80. Alors Allen Fong, c'est assez intéressant parce qu'il y a une sorte de paradoxe sur le fait que c'est probablement le réalisateur de la nouvelle vague hongkongaise qui est le plus apprécié par les critiques hongkongais. A l'inverse, à l'international, c'est très certainement le réalisateur de la nouvelle vague hongkongaise qui est le moins connu des cinéphiles d'Europe, d'Amérique du Nord et d'ailleurs. Et ça tient certainement au fait que Allen Fong, il a travaillé quasi uniquement pour la Seal Métropole, qui était en gros le studio de gauche à Hong Kong durant cette période. Et donc il a tendance à traiter de sujets sociaux, à essayer d'aller dans des directions un peu expérimentales, ce qui dans le cadre de l'industrie cinématographique hongkongaise des années 70 et 80 était assez rare. Et je pense que c'est pour ça que la critique hongkongaise l'a tout particulièrement apprécié. Ces films étaient intéressants, ces films étaient bons en soi, mais ils étaient surtout très différents de ce que faisait la majorité des autres cinéastes de la ville durant cette période. Maintenant, les choses ont changé dans le sens où le type de film que fait Allen Fong sont assez représentatifs des types de films que font actuellement la plupart des réalisateurs hongkongais, parce que maintenant ils n'ont plus accès à des budgets mirobolants, ils n'ont plus les marchés qui leur permettaient de faire des films extrêmement commerciaux avant. Donc il y a des parallèles assez fascinants à faire entre Allen Fong dans sa carrière de la fin des années 70, début 80, avec l'état du cinéma hongkongais à l'heure actuelle. Et Ying, c'est un film qui interroge, on va dire, sur la notion de théâtralité, puisqu'on suit un personnage qui est un metteur en scène de théâtre et d'autres personnages qui vont donc participer à une mise en scène de théâtre. Et donc on a un côté à la fois interrogation sur le théâtre, le fait de jouer la comédie, et on a toujours cette esthétique assez sociale
qui est typique de la nouvelle vague et qui était aussi également typique quelque part de la Cine Métropole, le fameux studio de gauche dont j'ai parlé. Personnellement, ce n'est pas forcément mon film favori de Lan Fong. Moi, je préfère son tout premier Father Hanson, mais c'est encore une fois un film assez intéressant, assez fascinant, qui montre une autre facette du cinéma de Hong Kong en dehors du côté ultra exploitation, ultra commerciale qui était le sien durant le début et toute la décade des années 80. Passons maintenant à Fight for Tomorrow de Chan Tai Lee. Chan Tai Lee qui est un poulain de l'école Mandarin. Mandarin, c'est la compagnie qui a été fondée par Raymond Wong, l'ancien ponte de la Cinema City. Donc c'est un peu la même configuration que Home UK, à savoir un scénariste assez accompli, vétéran, qui a plus de, je crois, d'une vingtaine de crédits à son actif, et dont c'est là le troisième film. Il avait fait un premier film qui était un drame sur le handicap qui avec Teresa Mo et Ray Loy, qui était assez réussi. Alors le nom m'échappe d'un seul coup, je le rajouterai probablement dans la vidéo. Mais en tout cas, c'était un film qui était assez touchant, assez intéressant, assez emblématique de ce que fait le cinéma de Hong Kong moderne. Et ce troisième film, alors on est sur un truc un peu plus hybride, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la volonté de faire quelque chose semi-social, semi-familial, en tout cas des thématiques qui sont assez courantes maintenant dans le cinéma de Hong Kong. On a à nouveau quelque part des daddy issues, la question de la relation avec le père qui est au cœur de Papa de Philippe Young. Mais à côté de ça, on a également un aspect un peu plus commercial avec l'utilisation du kickboxing. A priori, kickboxing Muay Thai, c'est pas très clair sur quel type d'arts martiaux il pratique exactement, et avec quand même une quantité de combat qui n'est pas négligeable. Donc il y a une espèce d'entre-deux là-dedans qui quelque part me rappelle ce que avait été tenté sur un film comme Somebody Up There Likes Me, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 90 avec Aaron Kwok et Sammo Hung, où on avait ce côté mélange entre film de sport un peu à la Rocky et un côté un peu plus sentimental. On peut penser également à des films de Daniel Lee comme Fighter's Blues ou bien celui qui a suivi un petit peu après, Star Runner. Donc il y a un peu ce type de configuration, mais au centre du jeu, c'est la relation vraiment père-fils. Un film qui est intéressant pour le fait de revoir des vétérans du cinéma de Hong Kong. Dans le rôle principal, on a Patrick Tam, à ne pas confondre avec le réalisateur Patrick Tam l'acteur, qui lui travaille déjà dans l'industrie depuis plus de 20 ans maintenant. Je crois qu'il a commencé à la fin des années 90, si ma mémoire est bonne, qui est un habitué des rôles de salaud, des seconds rôles de salaud. Il était dans White City par exemple, le retour au polar dans Ingolam. Et là, à ma connaissance, je crois que c'est la première fois qu'il a un véritable premier rôle héroïque, entre guillemets. Et vraiment, il se donne à fond. Il y va, il fait tout ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est plutôt sympa de le voir se donner à fond et d'avoir sa chance pour briller. On a également le retour d'anciens vétérans du cinéma de Hong Kong qu'on n'avait pas forcément vu beaucoup ces derniers temps, avec Mark Cheng. Mark Cheng qui est en plein de films des années 80, Pékin Opéra Blues par exemple, pour n'en citer que un, et qui joue ici le rival frère d'armes de Patrick Tam dans Les Triades. Alors lui aussi, il y va à fond dans son rôle de patron des triades onctueux et salopards. Et c'est assez délicieux à voir, je dois dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié de le voir faire son petit numéro, et les interactions avec Patrick Tam marchent plutôt pas mal. On a également le retour de Cha Ming-yu. Alors Cha Ming-yu, c'est quand même moins connu, qui était une starlette sex symbole de la fin des années 90, début 2000, et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Dans un rôle d'ailleurs assez qui n'est pas dans le même registre que son côté très sexy
qu'elle pouvait avoir dans les rôles qu'elle avait il y a plus de 10 ans. Donc tout ça, c'est plutôt assez sympa. Comme je l'ai dit, au centre du récit, il y a ce rapport père-fils, puisque Patrick Tam joue un membre des Triades, un ancien membre des Triades, qui est vraiment tombé quasi plus bas que terre, et qui va retrouver son fils qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, son fils qui lui également est un petit peu paumé, et les deux vont quelque part s'entraider pour essayer de remonter à un niveau supérieur, de s'accomplir et de trouver une voie dans la vie. Ça marche plutôt pas mal, film assez distrayant, ne serait-ce également parce qu'on a des scènes d'action plutôt bien foutues, donc ça aide quelque part à faire passer la sauce dramatique ou familiale pour ceux qui ne sont pas forcément les plus amateurs de ce type de mélodrame. Après, là où moi j'ai une petite réserve, c'est sur la fin. Alors semi-spoil, je vais essayer de ne pas aller dans le détail, mais on retrouve en gros le même type de problématique qu'il y a pu avoir sur un film comme Stuntman, qui était sorti également l'année dernière, si je ne me trompe pas. Stuntman qui est un très beau film, hein, d'ailleurs, c'est un véritable hommage au cinéma d'action hongkongais, qui est un peu dans le même registre quelque part que ce Fight for Tomorrow, dans le sens où on a un côté à la fois plus commercial avec la mise en avant des cascades, du côté action, et avec une facette plus mélodrame et émotionnelle, donc cette espèce de mélange des genres qui semble être une des voies de passage des cinéastes hongkongais à l'heure actuelle. Et il y avait un peu la même problématique dans ce film et dans ce Fight for Tomorrow, à savoir que on a l'impression qu'on est parti pour avoir une sorte de passage de flambeau d'une génération à une autre, avec les jeunes qui vont enfin pouvoir briller et prendre la place de leurs aînés, et puis finalement pas tant que ça. Et alors, dans un sens, ça fait plaisir quand on aime les acteurs de la vieille génération, hein. Moi, je ne boude pas mon plaisir de les voir pouvoir briller, alors que avec l'âge, c'est quand même de plus en plus difficile de faire ce genre de choses. Mais je m'interroge quand même sur le message que ça donne par rapport à la situation de Hong Kong au sens large. On a l'impression que Hong Kong ne parvient pas à se renouveler, à se réinventer, et que les jeunes sont condamnés quelque part à rester dans l'ombre de leurs aînés. C'est une certaine réalité, mais j'ai quand même l'espoir que les choses évoluent, et donc de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'assez assez inquiétant, je trouve, dans cette façon de terminer, de conclure les différents longs métrages qui traitent de ces questions de génération. Bon, à voir. En tout cas, Fight for Tomorrow, film intéressant. Si vous êtes vraiment bloqué sur le côté cinéma de Hong Kong old school, que vous voulez de l'action, ce genre de choses, eh bien c'est probablement le film qui sera le plus adapté pour vous. Alors j'ai repris mes petites notes pour me retrouver dans la sélection du festival. On a également Time Still Turn the Page de Nick Chuck, que malheureusement je n'ai pas vu, donc je ne pourrai pas vous en parler. On a également The Victim. The Victim, ça par contre on est dans le cinéma hongkongais plus connu, donc qui est un des derniers films de Ringo Lam avant qu'il ne prenne sa retraite d'une quinzaine d'années jusqu'à Wild City, donc film de 1999 si ma mémoire est bonne, avec donc Lau Ching-wan. Ça fait partie de ce petit focus Lau Ching-wan dont j'ai parlé, et qui essaye de mixer le côté policier réaliste qui a été pendant longtemps la marque de fabrique de Ringo Lam, avec des éléments également surnaturels. Un résultat mitigé qui n'est pas forcément ce que Ringo Lam a fait de mieux, mais qui est assez fascinant, qui a le courage en tout cas d'essayer d'aller dans des directions différentes, avec également un beau casting avec Lau Ching-wan qui donne le meilleur de lui-même comme on peut s'y attendre. Donc si vous n'avez pas vu, de toute façon j'ai envie de dire, il faut aller voir l'ensemble de la filmographie de Ringo Lam. Il y a du bon et du moins bon, mais c'est toujours au minimum intéressant. Et en l'occurrence, ici, vous aurez une discussion à la fin avec Frédéric Ambroisine. Fred, le grand spécialiste
du cinéma hongkongais en France qui nous a régalé de tant d'interviews sur les DVD Wildside à la grande époque et autres. Donc vous serez en de bonnes mains, je suis sûr qu'il y aura plein de choses à dire par rapport au film. Et à partir de là, malheureusement, je dois dire que je ne suis plus forcément à même de vous parler des films en question, puisqu'on a The Flower Girl, un film de 1951 réalisé par Chu Chi-lin, qui est un grand réalisateur venu de Chine continentale. Ça fait partie de la fameuse carte blanche de Lokar, comme vous avez deviné, Lokar et Donna Hong, que je n'ai pas vu. Mais en général, Chu Chi-lin, c'est toujours intéressant à voir, donc certainement recommandé. On a également Fresh Off Markham, un film qui est là plus sur le côté diaspora, on va dire, diaspora hongkongo-chinoise, qui se passe, je crois, une bonne partie du temps au Canada. Bon, à vérifier, là je parle sans avoir regardé à nouveau, mais donc que je n'ai pas vu. On a également The Way We Talk, et ça, je peux vous en parler parce que celui-là, je l'ai vu et je considère, de mon point de vue personnel, qu'avec avec Papa, c'est probablement le meilleur film du festival. Donc The Way We Talk, c'est, si je ne m'abuse, le 3e ou 4e film, pareil, je n'ai pas vérifié, ça c'est pas bien, de Adam Wong. Adam Wong, je pense que c'est à l'heure actuelle un des tout meilleurs réalisateurs hongkongais en activité. C'est le réalisateur de The Way We Dance numéro 1 et 2. C'est quelqu'un qui a vraiment une capacité, je trouve, à trouver un angle social, en tout cas des faits de société qui font sens, qui posent des questions à Hong Kong, qui illustrent un certain nombre de problématiques qui sont vraiment d'actualité à Hong Kong, et il les traite sans que ce soit de manière rébarbative ou trop scolaire, tout en ayant des personnages qui sont vraiment en 3 dimensions et avec lesquels on s'attache très profondément. Et avec ce The Way We Talk, eh bien, Adam Wong, il a décidé de partir sur la question du handicap, en l'occurrence des sourds et des muets. Et il pose des questions par rapport à ça qui sont tout à fait passionnantes, fascinantes, auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'est pas en prise directe avec ce type de handicap. Et il le fait avec son talent et son humanité qui le caractérise. On a des prestations, alors là pour le coup on n'a que des jeunes acteurs, hein, on n'a pas de vétérans. Et on a certains acteurs qui sont véritablement sourds ou muets et certains autres qui ont appris le langage des signes et qui ont fait en sorte de pouvoir jouer ce type de handicap. Et franchement, ils le font particulièrement bien. Il se trouve que moi, j'avais eu la chance d'aller à une des avant-premières qui avait été donnée autour du film. Et à la fin de la projection, eh bien, certains membres de l'équipe étaient venus discuter avec le public. Et certains que je pensais être de véritables acteurs sourds et muets, en fait j'ai réalisé que non, pas du tout, ce sont des acteurs, mais ils ont tellement bien joué le truc que je me suis tout à fait laissé prendre au jeu. Donc ça c'est vraiment pour moi, avec Papa, probablement le tout meilleur film à voir du festival. Je vous le recommande très très chaudement. À nouveau, comme la plupart des autres films, en tout cas les autres films récents, il y aura une discussion avec Adam Wong à la fin de la projection, donc ne le manquez pas, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est passionnant et qui mérite d'être découvert, qui mérite d'avoir également plus de succès à Hong Kong et à l'international. Et pour terminer avec cette programmation du festival, on a Vital Signs, une production One Cool, donc la société de production de Louis Koo, réalisée par Vincent Choc. Vincent Choc, c'est une touche à tout, à la fois DJ et réalisatrice, qui n'en est pas à son coup d'essai en termes de cinéma. Elle a déjà fait quelques films, essentiellement en mode comédie. Là, on est plus sur des drames et ça suit une équipe d'urgentistes à Hong Kong avec Louis Koo qui est dans le rôle principal. Alors au moment où je vous parle, j'en ai vu un tiers. Pour le moment, ça se laisse regarder plutôt bien. Après, je ne saurais pas vous dire si le film est vraiment extrêmement réussi ou si on est sur quelque chose de plus moyen. Voilà donc en tout cas pour cette petite vidéo récapitulative de ce que propose sur cette édition 2025 le Festival du film hongkongais de Paris.
Encore une fois, une initiative qui, je pense, est extrêmement importante, extrêmement utile. Si vous vous intéressez au cinéma de Hong Kong, je pense que ça mérite vraiment que vous vous déplaciez pour voir certains, voire la totalité des films. C'est également nécessaire si vous vous intéressez au cinéma tout court, dans le sens où, oui, certaines œuvres sont plus ou moins réussies, mais il y a quand même quelques cinéastes assez majeurs, des cinéastes majeurs bien connus comme Han Hui, Ringo Lam, Chu Shilin, mais également des cinéastes majeurs, j'en suis persuadé, de la nouvelle génération comme Adam Wong. Et peut-être, là j'avoue que je suis un peu plus perplexe, mais en tout cas il a montré qu'il est capable de faire des bons films, des gens comme Philip Young, et à voir pour les autres espoirs du cinéma de Hong Kong. Donc en tout cas, moi je souhaite le meilleur au Festival du film hongkongais de Paris, et on se reverra à un moment donné, je ne sais pas quand, sur une de ces vidéos de la Maison du cinéma asiatique. En attendant, portez-vous bien.